Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet métamorphospodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement, je vous l'envoie un mercredi sur 2. Dans cette newsletter, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphospodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. 90% de la population serait en insuffisance de vitamine D. Alors aujourd'hui, parlons de ses bienfaits, de ses effets, de ses carences avec mon invité, médecin, dermatologue, ancien chef de clinique en endocrinologie nutrition, auteur de plusieurs ouvrages en relation avec une approche scientifique de la médecine naturelle et notamment d'un livre sur la vitamine D. Nous allons voir qu'elle contribue à nous maintenir en bonne santé. Nous allons savoir s'il faut la choisir naturelle ou de synthèse, comment elle agit sur presque tous nos tissus, nos organes et serait indispensable pour réguler l'immunité. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose le docteur Paul Dupont. Bonjour Paul. Bonjour Anne, merci de m'avoir invité une nouvelle fois. On va essayer de faire ce sujet, mais j'avoue que vous avez déjà presque tout dit. Ah, mais non. Ok. On a déjà publié 2 podcasts ensemble, le numéro 178 et le 217, un sur les problèmes de peau, les soigner au naturel, et un autre très complet sur le psoriasis. Alors si vous voulez réécouter ces épisodes ou les écouter, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on s'interroge sur la vitamine D. Et vous, Paul Dupont, comment est-ce que vous êtes intéressé à ce sujet ? Évidemment, ça passe par la peau et le soleil, et ça a à voir, j'imagine, avec aussi votre spécialité de dermatologue. Voilà, disons que j'ai eu la chance en quelque sorte d'avoir deux formations de chef de clinique, d'une part en nutrition et d'autre part en dermatologie. Et c'est ce qui permet, je pense, de faire le pont entre la peau et la nutrition. Et effectivement, une des vitamines les plus importantes pour la peau et pour le corps en général, c'est la vitamine D. Donc on va essayer d'en parler et puis peut-être de lever certains questionnements sur son sujet. Oui, absolument. Alors déjà, cette première question, pourquoi est-ce qu'on est si carencé en vitamine D ? Je le disais en introduction, 80% de la population serait carencée. Alors je ne sais pas exactement d'où vient ce chiffre, j'imagine que déjà c'est plutôt en Occident, peut-être. Oui. Et puis, pourquoi est-ce qu'on est si carencé ? Disons que c'est le mode de vie. Il y a 2 facteurs. C'est le fait d'abord qu'on est souvent dans des bureaux, dans des appartements recevant peu de lumière. L'été, le deuxième problème, c'est qu'on va au soleil, mais souvent avec un écran solaire, un écran qui va faire obstacle aux UV qui justement sont bénéfiques à la synthèse de la vitamine D par la peau. Et donc si on a ces facteurs d'aggravation des déficiences et voire même des carences, c'est parce que justement on a ce mode de vie qui s'est modifié avec le temps. On va passer au soleil, on ne s'expose pas le corps entier suffisamment. Et pour les personnes plus âgées, à partir du senior, on peut considérer que de vivre trop dedans, ça va être la cause vraiment de ce manque généralisé en vitamine D. Et on reviendra évidemment un peu plus loin sur comment bien s'exposer au soleil. Alors, oui. Comment détecter facilement une carence en vitamine D ? Quels sont les signes à prendre en compte déjà ? Alors, finalement, il y a peu de signes cliniques. Sinon, ce sont des pathologies souvent générales, comme par exemple une baisse d'immunité, des faiblesses musculaires, de la fatigue.
On peut penser à une carence aussi quand on a des crampes, parce qu'elle sert à l'absorption du calcium, mais aussi quand on a la peau sèche, parce qu'elle contribue à l'équilibre de la peau. Mais ce ne sont que des signes pas tellement spécifiques de la carence en vitamine D. Donc maintenant, on fait des dosages très réguliers. Il faut savoir quand même que les dosages, parfois, ils sous-évaluent quand même la quantité de vitamine D qu'on a dans l'organisme. Mais en général, on peut parler soit d'insuffisance quand on est inférieur à 30 nanogrammes par millilitre. Si vous voulez, il y a la règle des 10-20-30, c'est-à-dire en dessous de 10, on est en carence grave. En dessous de 20, on va être en déficience, c'est-à-dire baisse de l'immunité notamment. Et en dessous de 30, on va être plutôt en insuffisance. À ce moment-là, on peut avoir des problèmes musculaires et osseux, et surtout à partir d'un certain âge, développer plus facilement de l'ostéoporose. Donc cette vitamine D est vraiment très importante pour ces trois parties de l'organisme que sont l'immunité, la partie cardiovasculaire et la partie osseuse et musculaire. Alors, comment faire un bon diagnostic justement de cette carence en vitamine D? J'imagine en faisant une prise de sang. Est-ce qu'il faut la refaire régulièrement, peut-être chaque année, ou si on sait qu'on en manque, finalement, on prend la dose et puis voilà? Alors, à un moment donné, on l'a dosé systématiquement et c'était remboursé. Maintenant, ça ne l'est plus. Je pense que on n'est pas forcément obligé de toujours faire les dosages parce que, bon, si vous voulez, sauf si on est vraiment carencé, mais généralement, on conseille aux gens, à partir des mois en septembre, octobre, novembre et pendant tout l'hiver, de se supplémenter. Et c'est là qu'on peut faire après un dosage pour voir si effectivement la quantité qu'on absorbe est suffisante. Et là, j'y reviendrai peut-être pendant l'interview pour expliquer un petit peu mieux les quantités qu'il faut prendre en fonction des dosages sanguins qu'on a observés. Alors, oui, allez-y. Il y a une chose que je n'ai pas dit dès le début, que peut-être il serait intéressant de noter, c'est que plus qu'une vitamine, c'est une véritable hormone. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas parler d'une hormone comme au sens des glandes endocrines, mais elle a une fonction, cette vitamine, qui est proche des hormones. Et d'ailleurs, certains l'ont appelée l'hormone solstriale pour rappeler qu'elle était synthétisée sous l'effet du soleil et qu'ensuite elle allait agir dans tout l'organisme. Le fait d'appeler la vitamine D une hormone, c'est le fait qu'elle agisse à distance. Il y a près d'une centaine de tissus qui ont des récepteurs de la vitamine D et elle va réguler dans tous ces tissus la croissance des cellules. Vous voyez, elle ne va pas favoriser leur fabrication, mais elle va réguler leur croissance. Et donc, c'est vraiment très, très important de ne pas être carencé parce que la carence va effectivement perturber le rythme, la fréquence et la capacité de l'organisme à se régénérer. Alors déjà, pour y voir aussi plus clair, quelles sont les différentes sortes de vitamine D? Il y en a plusieurs? Alors, pour ma part, si vous voulez, j'ai établi une différence entre la vitamine D synthétique et la vitamine D que j'appellerais naturelle. Il faut savoir que l'organisme fabrique une certaine catégorie de vitamine D qu'on appelle cholécalciférol, pour rappeler qu'elle est d'origine plutôt à partir du cholestérol et d'origine animale. C'est celle qu'on trouve dans le règne animal. Et parallèlement à ça, vous avez des vitamines D que l'on retrouve dans le règne végétal. Alors, elles sont catégorisées en vitamines D2 et D3. La D3, c'est le cholécalciférol animal, et la D2, c'est l'ergocalciférol végétal. Certains ont dit qu'elles n'avaient pas le même effet, que la D2 était moins efficace que la D3. C'est pas vrai. Elles ont exactement le même métabolisme. C'est-à-dire qu'elles vont passer toutes les deux par le foie, par les reins, par les poumons pour recevoir ce qu'on appelle une hydroxylation et pour devenir actives. Et donc, si vous avez des problèmes de foie, si vous avez des problèmes de reins, si vous ne respirez pas bien, il est certain que là aussi, vous pouvez être carencé plus facilement et qu'il y a peut-être lieu dans ces cas-là de se supplémenter encore plus. Alors, c'est une question que j'allais vous poser. Comment elle fonctionne justement dans l'organisme? Vous l'avez un tout petit peu dit. Est-ce qu'elle se stocke quelque part? Comment ça se déroule à l'intérieur de nous? Comme c'est une vitamine qui est soluble dans le gras, les corps gras sont stockés dans l'organisme. Donc, effectivement, il va y avoir des réserves hépatiques, il va y avoir des réserves graisseuses aussi dans les tissus graisseux, qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de prendre tous les jours une certaine dose de vitamine D. Mais, par contre, vu son action hormonale, j'ai émis des doutes, il y a déjà pas mal de temps, sur l'efficacité des surdoses. Et je vais vous dire pourquoi. Et là, peut-être, c'est quelque chose d'assez innovant. Il faut savoir, en effet, que
lorsque dans l'organisme, on absorbe des quantités importantes d'une hormone, on va créer une dépendance. Si, par exemple, vous preniez 100 fois la dose d'hormones thyroïdiennes pour une insuffisance de la thyroïde, vous auriez effectivement une saturation de l'organisme qui n'est pas forcément bonne pour le corps. Je pense que pour la vitamine D, c'est un peu pareil. Donc, je trouve ça un peu aberrant que l'on conseille aux gens de prendre des surdoses de vitamine D de l'ordre de 100 fois la dose quotidienne recommandée dans des ampoules qui plus est ne sont pas naturelles, qui peuvent prendre la place du naturel, alors que le naturel va avoir un effet, si vous voulez, énergétique en plus de l'effet métabolique et biochimique. Donc il est mieux, à mon sens, de prendre des doses adaptées aux besoins, on dira les doses tout à l'heure, plutôt qu'une surdose tous les mois, qui, bien qu'elle soit stockée, n'a pas forcément l'effet escompté. Et d'ailleurs, d'après tout ce que j'ai pu lire dans les publications internationales, on peut voir ça dans les différentes publications, lorsqu'on a donné de très très fortes doses de vitamine D de synthèse, croyant soigner telle ou telle pathologie, on n'a pas eu le résultat escompté. Alors que si vous prenez très régulièrement une dose naturelle, on verra sous quelle forme, eh bien vous avez certainement de meilleurs résultats. On le sent d'ailleurs parce que c'est très énergétique. Intéressant. Il n'y a pas de risque de surdosage, en revanche, de la vitamine D? Alors, si, faire très attention chez les nourrissons, puisque là, il y a, disons, des recommandations, un consensus qui fait qu'on doit supplémenter le nouveau-né, le nourrisson, jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc, si vous avez recours en tant que particulier, vous-même, à la prise de vitamine D, soyez très vigilant de ne pas en donner aux enfants si déjà le pédiatre l'a supplémenté, pour ne pas entraîner des surdoses, effectivement. D'accord. Mais par contre, c'est recommandé chez les nourrissons. Vous dites que c'est important, mais on va voir du coup lequel serait plus adapté. Oui. J'aimerais bien qu'on voit aussi quels sont les liens avec certaines pathologies. Vous en avez un petit peu déjà parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir dessus sur les risques en fait à moyen et à long terme d'une carence? Tout à fait. Alors, ce que l'on sait déjà et qui est avéré maintenant, c'est qu'elle agit sur l'immunité. Actuellement, pour vous dire d'ailleurs une étude qui est en cours, en Norvège, ils ont fait sur 200 000 personnes une étude qui a été lancée en novembre 2020 pour la prévention des maladies infectieuses virales, notamment de la Covid. On n'a pas encore les résultats, mais tout laisse à penser que la supplémentation par de l'huile de foie de morue, puisque là c'est l'étude, aurait un effet bénéfique. De toute façon, c'est facile à comprendre parce que vous, peut-être vous êtes jeune, mais les personnes plus âgées sauraient que quand elles étaient enfants, on leur donnait une cuillère à soupe d'huile de foie de morue et que souvent l'hiver, ils n'étaient pas enrhumés. Or, l'hiver, les coronavirus existaient déjà, il y avait des rhinovirus, etc. Donc, il y a un effet bénéfique de l'huile de foie de morue et certainement par l'apport de vitamine D. Donc, on recommandera la vitamine D dans tous les problèmes dits immunitaires, que ce soit un excès d'auto-immunité, puisqu'on a montré qu'effectivement, elle régule certains lymphocytes qui interviennent dans les maladies auto-immunes, tout comme elle va stimuler au contraire l'action des lymphocytes protecteurs contre les maladies virales et infectieuses. Voilà, donc ça c'est un des premiers axes très importants d'utilisation de la vitamine D. Ensuite, je continue si vous voulez. Oui, je veux bien, parce qu'effectivement, moi j'ai vu des occurrences, par exemple, on peut parler aussi du stress. Je ne sais pas ce que vous aviez en tête, mais... Oui, alors effectivement, on peut parler de ça aussi parce que on a montré, si vous voulez, que les carences en vitamine D favorisaient la dépression, tout simplement parce que cette vitamine, qui est une hormone, encore une fois, je le répète, elle a une action de stimulation des hormones neurotropes cérébrales. Les hormones neurotropes sont les hormones qui permettent la régénération du système nerveux. Autrefois, on pensait que les astrocytes et les cellules du cerveau ne se régénéraient pas. Maintenant, c'est faux. On sait très bien qu'il y a des cellules souches un peu partout, même dans le cerveau. Et certainement que cette vitamine D, elle a un effet de réparer, de régénérer, de refaire la plasticité cérébrale. Et donc, on sait dans certaines études qui ont été publiées encore récemment qu'il faut à peu près une dose de 800 unités par jour de vitamine D chez les personnes âgées ou même à partir de la soixantaine, ne voyez pas que chez les personnes âgées, pour disons, permettre une meilleure récupération des fonctions neurologiques, quelles qu'elles soient, la mémoire, la concentration, l'idéation, et aussi pour que les hormones neurotropes du cerveau soient suffisamment actives. Voilà, ça, c'est très important. Donc, quelqu'un de stressé va consommer plus de vitamine D, tout comme il consommera plus de vitamine B, puisque ce sont les hormones, les vitamines qui permettent d'adapter au stress. C'est ça. Alors, vous l'avez mentionné tout à l'heure, vitamine D, ostéoporose, là encore, un autre sujet.
Oui, alors ça c'est certain, ça c'est disons que c'est le plus ancien effet avéré de la vitamine D, puisqu'elle va contrôler en quelque sorte le turnover du renouvellement de l'os et qu'elle va éviter justement la fonte osseuse. Par contre, là aussi, si la personne est déjà carencée et si elle a déjà une ostéoporose avancée, il faut des doses suffisantes. Là, on va aller jusqu'à 800 unités par jour, voire 1000 unités jour, pour avoir vraiment un effet sur au moins 3 4 mois, pour avoir un effet non pas de réversion, de réversibilité, puisque l'ostéoporose, malheureusement, c'est un phénomène de vieillissement de l'os, mais au moins pour une stabilisation. Et là, on peut l'associer avec de la vitamine K, parce que la vitamine K, c'est le cofacteur de la vitamine D par rapport à ce qu'on appelle la protéine matricielle. La protéine matricielle, c'est, si vous voulez, la protéine de base de toute la constitution du corps humain, et en particulier de la trame osseuse. Donc voilà, et ça c'est très important. Et tout comme on agira sur les os, on agira sur le parodonte et les dents. Et dans des études, on a montré que la carence entraînait un déchaussement des dents. Donc voilà, c'est très important de savoir que c'est très utile pour toutes ces fonctions de renouvellement de l'ossature. Alors, on a parlé de l'ostéoporose, du stress, des troubles aussi psychiques type dépressif. On a parlé on n'a pas encore parlé de maladies de peau et de psoriasis, par exemple. Oui, alors le psoriasis, c'est vrai, c'est quelque chose que je connais bien. Oui. J'en vois pas mal. Ils vont à peu près bien d'ailleurs. Vous avez écrit un livre sur le psoriasis aussi. Et oui, voilà. Et donc, c'est vrai que la vitamine D peut être une vitamine qui va agir parallèlement à la lécithine marine et qui va agir sur la peau. Pourquoi ? Parce qu'elle régule. C'est d'ailleurs un bon exemple parce que, d'ailleurs, on utilise certaines formes dérivées de vitamine D pour traiter les maladies de peau telles que le psoriasis. En fait, ce qu'il faut savoir dans le psoriasis, c'est que c'est un emballement de la fabrication des cellules de peau. Elles poussent tellement vite, elles n'ont pas le temps de mûrir, que ça crée des grands lambeaux et la peau pèle. Bon, voilà. Et donc, c'est un épiderme qui n'est jamais bien réparé. Et donc, la lécithine, dont on a parlé dans un autre podcast, ça va être utile pour régénérer les cellules de peau, les réguler. Et la vitamine D, elle agit de concert, c'est-à-dire qu'elle va réguler également, elle va empêcher cet emballement justement que l'on voit à la fois des lymphocytes et des kératinocytes, les cellules de peau, dans le psoriasis. Voilà, donc la peau a besoin de vitamine D. Et d'ailleurs, on a remarqué une chose, il y a une publication il y a quelques années sur le mélanome. Le mélanome étant ce qui explique pourquoi on se met des écrans solaires, pour prévenir cette maladie cancéreuse de la peau. Eh bien, on s'est aperçu que les personnes qui revenaient au soleil après avoir eu un mélanome avaient un meilleur pronostic vital que ceux qui n'y revenaient pas. Et je pense, personnellement, je crois que ça avait été même publié, que c'est en partie lié à la vitamine D, parce que cette vitamine, encore une fois, est un préventif du cancer. On en a les preuves également. Oui, parce que c'est vrai que quand on fait des recherches sur vitamine D et cancer, on a le sentiment que ce n'est pas encore complètement avéré. Mais il y a quelques études qui quand même le montrent aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux types d'études. Il y a l'étude qui va consister à supplémenter une pathologie, des gens qui présentent une pathologie par des doses synthétiques, encore une fois je le répète, et fortes de vitamine D de synthèse. Bon. Et dans toutes ces études, je n'en ai pas trouvé une seule, franchement, qui prouvait que la vitamine D avait un effet favorable sur une pathologie. Par contre, si vous prenez d'autres études, où là, on recherchera le statut vitaminique alimentaire ou par supplémentation d'une personne en naturel et les pathologies auxquelles elle est sujette, de manière épidémiologique, on observera qu'effectivement, il y a une prévention quand on n'est pas carencé. Et que par contre, lorsqu'on est carencé, et c'est ça les études qui le prouvent, on va avoir plus facilement, de manière proportionnelle à la carence, et de façon épidémiologique, avec des doubles aveugles, on peut l'avérer, pour telle ou telle pathologie. Et ainsi, par exemple, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a le droit, quand on vend un complément alimentaire à base de vitamine D, de dire qu'elle va prévenir les chutes chez les personnes âgées. Et on le sait pourquoi, parce que lorsqu'on a fait l'étude épidémiologique chez les personnes âgées, qu'on regarde leur statut vitaminique, parce qu'elles vont un peu au soleil ou pas du tout, on verra que celles qui sont carencées, elles vont plus facilement tomber et se fracturer. Et donc, c'est vraiment l'étude qui le prouve. Alors que quand une autre fois, on fera une étude en donnant de très fortes doses
par exemple pour l'ostéoporose ou autre chose, on n'est pas sûr d'avoir des résultats escomptés. Voilà, voyez. Et tout simplement parce qu'il y a un biais, c'est qu'on ne tient pas compte du fait qu'on donne une forme synthétique, alors qu'il vaudrait mieux une forme naturelle ou engager les gens à aller au soleil. Oui, alors avant de passer aux solutions, effectivement, peut-être un dernier point sur type de maladie que ça peut entraîner. Je sais que en tout cas, et c'est pas une maladie évidemment, pour la femme enceinte et le fœtus, c'est important aussi de le signaler. Alors, oui, on peut en parler. Alors là, il faut faire très attention. D'abord, il ne faut pas être carencé pendant la grossesse, mais il ne faut pas prendre n'importe quoi. Et ça m'est arrivé de voir des aberrations comme le fait de donner de l'huile de foie de morue à forte dose chez la femme enceinte. Il y a un risque dans ces cas-là, c'est de surdose en vitamine A. Parce que dans l'huile de foie de morue, vous avez du rétinol, et ça peut être toxique. Donc, si vous voulez, pendant la grossesse, il faut être très, très prudent. Il vaut mieux prendre des doses naturelles et à petite dose, en particulier en fin de grossesse, pour permettre justement une bonne maturation du bébé et qu'à la naissance, il ne soit pas carencé. D'accord. Voilà. D'autres choses intéressantes aussi avec la vitamine D, c'est la protection cardiovasculaire. Il faut savoir une chose, d'après les études, c'est que avec la vitamine K, qui sont cofacteurs en quelque sorte, la vitamine K qu'on peut trouver dans le brocoli, dans la spiruline et dans d'autres formes naturelles, on va avoir un effet préventif sur l'inflammation et la calcification des artères. Donc on est en quelque sorte préventif de l'athérosclérose et des problèmes coronariens notamment. La vitamine D va aussi agir, et c'est prouvé, sur la souplesse artérielle qu'on a pu mesurer chez l'animal ou chez l'être humain, même après en fonction toujours pareil du statut vitaminique. Et on s'aperçoit qu'il y a une relation proportionnelle entre l'importance de carence et l'épaisseur des plaques d'athérome. Donc ça veut dire que la vitamine D est très très importante. Et d'ailleurs, une chose qu'on peut remarquer aussi, c'est que lorsqu'on est carencé en D et en K, les deux vitamines en question, on aura plus facilement des calcifications qu'on appellera ectopiques, c'est-à-dire qui ne sont pas au bon endroit. Vous voyez, plutôt que de mettre du calcium sur l'os, on va le mettre dans les artères, par exemple. On va le mettre dans des tendons. Et ça peut être très préjudiciable, soit à l'état musculaire, soit aux artères. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres maladies avant d'en venir effectivement aux solutions? C'est vrai que quand on vous entend comme ça, on a l'impression que c'est quand même une sorte de panacée à condition qu'on prenne sous la bonne forme, et on va y venir, et qu'on ait le bon dosage, c'est-à-dire qu'on sache de combien on a besoin en fonction de notre état de vie, notre âge, etc. Mais que quand même, on a tout intérêt à y faire vraiment attention. Ah, je pense que oui. Alors bien sûr, panacée, c'est pas peut-être... Oui, enfin, c'est pas une panacée, malheureusement. Non, je dis ça, c'est avec des guillemets, mais... mais je suis d'accord. Je taquine. Non, mais c'est vrai que, en fait, c'est un régulateur. Donc, c'est comme une voiture qui va suivre son chemin, qui va vivre plus longtemps, si elle a un bon régulateur de la consommation d'énergie. Et la vitamine D, on peut dire que c'est ça. Et c'est sous l'effet du soleil, donc il n'y a pas de hasard, si vous voulez. C'est comme si une certaine énergie photonique transmise à la peau par le soleil, les UV, pouvait être transmise au corps comme un éclairage intérieur, si vous voulez, qui permet de réguler. C'est un petit peu comme ça qu'on peut concevoir la vitamine D. Alors, elle ne va pas empêcher de vieillir, elle ne va pas empêcher d'être malade, mais elle va réguler de telle sorte que l'organisme va mieux s'adapter, va mieux résister lorsqu'il est soumis à des conditions soit stressantes, soit des conditions contraires qui pourraient l'amener à la maladie. Ce n'est pas un anti-maladie, mais c'est un régulateur. D'autres maladies ou d'autres pathologies à mentionner tant qu'on y est? Je pense on a fait le tour, des principales, oui. Alors, la grande question, on veut savoir évidemment quels aliments en contiennent. On a déjà parlé de l'huile de foie de morue et du foie de morue, vous allez y revenir. Et puis ensuite, le deuxième volet, c'est évidemment l'exposition au soleil. Oui. Alors, malheureusement, l'alimentation est très faible. On peut en trouver dans les aliments animaux, le foie, par exemple, les œufs aussi. On en trouve un peu dans les végétaux, sous une forme dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'ergocalciférol. Mais il y en a très, très peu. Très, très peu. Et donc, a priori, de ce que l'on sait aujourd'hui, il vaut mieux se supplémenter. Alors, on a au départ, on ne donnait effectivement que l'huile de foie de morue, puisque c'était la vitamine D la plus proche du corps humain, et qu'elle apportait avec 2 capsules, par exemple, de 500 mg, on a couvert le besoin. Sauf qu'aujourd'hui... 2 capsules par jour. Voilà, oui. Sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec les doses contenues dans l'huile de foie de morue, c'est insuffisant.
Pour vous donner un ordre d'idée, il y a peut-être 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on considérait que l'apport suffisant était de 5 microgrammes, ce qui équivaut à 200 unités internationales. Donc, c'était ce qu'il fallait limiter dans les compléments alimentaires. Ben, aujourd'hui, on se retrouve avec des compléments qui peuvent contenir jusqu'à 1000 unités, c'est-à-dire 50 fois la dose, par rapport à ce qui était recommandé au départ. Alors, bien sûr, cela dépend des besoins. Si la personne est vraiment carencée et ne va jamais au soleil, par exemple dans les maisons de retraite, par exemple, là, effectivement, on peut aller sur ces doses-là. Après, le reste du temps, entre 5 et 15 microgrammes, c'est-à-dire entre 200 et 600 unités jour, c'est à peu près suffisant. Alors, sous quelle forme? Donc, l'huile de foie de morue, encore une fois, elle ne va pas suffire. Elle peut être utile parce qu'elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle prévient les pathologies hivernales, dysimmunitaires et virales. Mais on peut avoir recours à d'autres formes. Alors, comme autrefois, on pensait qu'il fallait donner que la D3, la forme animale, le cholécalciférol, on se disait, il n'y a que ça. Donc, on va donner du synthétique. Or, aujourd'hui, encore une fois, le synthétique, c'est pas sûr que ça agisse comme on le croit. Et donc, on a cherché où est-ce qu'on pouvait trouver la D3. Et alors là, pour la petite histoire, des chercheurs ont aperçu que les poules, par exemple... Les poules? Les poules, oui. Non, je n'ai pas bien entendu. C'est amusant. Elles avaient tendance à aller picorer une certaine herbe. Alors, les chercheurs sont allés regarder ce qu'il y avait dans l'herbe. Et ils ont trouvé de la D3, figurez-vous. La forme animale, comme la forme humaine. Alors qu'autrefois, on pensait que la D3, elle était réservée au règne animal et pas au règne végétal. Et donc, on a poussé les recherches, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'on pouvait trouver de la D3 dans le lichen, par exemple. Et donc, les formes aujourd'hui de D3 qu'on utilise, pour les gens qui sont véganes ou végétariennes, par exemple, et qui ne veulent pas prendre de l'animal, bien, ça va être des extraits de lichen. Alors, le lichen boréal, des lichens qui poussent dans les forêts du Nord, contient effectivement de la D3. Et donc ça, c'est une très très bonne source de vitamine D végétale proche de l'humain. Après, vous avez les formes vitamine D2, c'est-à-dire l'ergocalciférol, le végétal. Alors, moi j'ai vu des travaux sur les deux. Certains ont dit non, la D2 elle est moins efficace que la D3. Moi je pense que c'est pas vrai. Et il y a certaines études qui ont même montré que la D2 avait plutôt une action cardiovasculaire et la D3 une action ostéomusculaire. Donc, vous voyez, ça peut se discuter. Et donc la D2, à mon avis, elle a à peu près le même métabolisme. Elle peut être utilisée par les personnes qui sont également déficients ou carencées. Enfin, carencées, je mettrais des doutes parce que la carence, c'est grave. Mais une déficience, ça peut encore se concevoir avec de la D2. Alors, quelle est l'origine de la D2 ? On peut la trouver dans deux sources. Les champignons. Et donc, dans les produits que moi je préconise, par exemple, c'est un mélange de champignons contenant la D2 qui ont été exposés aux UV avec du shiitake, qui est un champignon qui a un petit effet sur l'immunité. Et sinon, dans la levure. Alors, on ne devrait pas l'appeler, comment ça s'appelle, ergocalciférol. La levure, ce n'est pas un végétal. Hein. Donc, on l'appellerait plutôt ménacalciférol, mais c'est une forme intermédiaire entre la D2 et la D3. Et cette levure de bière, qui est aussi exposée aux UV, développe en elle, si vous voulez, suffisamment de vitamine D pour qu'elle puisse être utilisée en complément alimentaire. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On alterne un peu D2, D3 ou en fonction de les faire rechercher ? Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce que je fais faire. Ouais. C'est ce que je fais à mes patients. D'accord. C'est-à-dire que je leur conseille une cure d'une semaine, par exemple, d'huile de foie de morue, une semaine de levure ou de champignons, selon comme ils ont envie. Ou alors, il faut l'alternance D2, D3, c'est-à-dire le D3 de lichen ou la D2 de champignons. D'accord. Qui plus est, elle est bio. Donc, voilà. Parfait. Et en termes de supplémentation dans l'année, quelles sont les bonnes périodes sous forme de cure ? J'imagine que ce n'est pas 365 jours sur 365. Ça dépend. Ça dépend. Vous avez... Ah oui, je suis stupéfait des carences, franchement. Et même, pour vous donner un exemple, vous savez qu'on a considéré que plus on monte à l'altitude, plus on a des risques de carence. C'est-à-dire que si vous êtes près du méridien, là, ça va. En principe, il ne devrait pas y avoir de carence. Les gens sont suffisamment au soleil. Eh bien, détrompez-vous. On a observé qu'en Afrique, notamment, les personnes ne vont pas assez au soleil. Et souvent, ceux qui ont un rythme de vie à l'occidental, qui sont dans les bureaux, etc., ils ne vont pas se mettre au soleil. Ils sont carencés comme nous. C'est très surprenant. Et qui plus est, s'ils sont en Europe, parce que la peau noire, si vous voulez, ne capte pas autant les UV, et donc elle fait obstacle un petit peu, en quelque sorte, à la fabrication de la vitamine D. Ce sont les personnes les plus carencées.
n'est plus carencé. Et donc, il faut vraiment qu'ils se supplémentent. Et après, quand on remonte dans les pays nordiques, effectivement, ils ont l'huile de poisson, ils ont l'huile de foie de morue et ils sont moins carencés finalement qu'on le pense. Oui, parce que peut-être qu'ils Et avaient cette conscience-là, originellement et du coup, ils se sont toujours, supplémentés, culturellement. oui, Alors que c'est vrai qu'en oui, Afrique, peut-être que le travail aussi dans les bureaux, comme en Occident, il est oui. plus récent, quoi. Ça a changé un peu Mmh, le statut vitaminique. mmh. Alors, faut-il le prendre toute l'année? Bon, si on est calfeutré chez soi, oui. Si on bénéficie d'un bon ensoleillement et si on ne se couvre pas toute la journée d'écran solaire, on n'a pas besoin l'été. En principe, la supplémentation commence en octobre jusqu'au mois de mars-avril. D'accord. Voilà. Après, il faut aller progressivement au soleil. Anne, vous en avez parlé au début de l'émission et c'est vrai qu'il faut le rappeler, on doit aller au soleil. Le soleil, c'est la vie. Un bain de soleil, c'est ce qu'on appelle l'héliothérapie. C'était recommandé autrefois chez les tuberculeux, chez les gens qui étaient chétifs, qui avaient du rachitisme, etc. Aujourd'hui, on n'en tient pas qu'à. Ben si, il faut le faire. Les bains de soleil, c'est la vie. Mais par contre, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avant 11 heures et après 17 heures. Quand le soleil n'est pas au zénith, quand il commence à effleurer le sol, et que là, on bénéficie des rayonnements sans avoir les risques de coups de soleil et de risques de mélanome. Hein. Voilà. En hiver, comment prendre le bon soleil justement, Alors, en hiver, on n'aura pas assez parce qu'il est plus proche de la Terre, mais il, il est moins Mmh. actif. Et puis, on n'a pas trop envie de se mettre en maillot de bain quand même. Non, mais c'est important quand même d'aller dehors régulièrement, de sortir, Il faut y aller, tous les il faut jours, aller dehors, marcher dehors et cetera. voilà, il faut respirer, il faut s'exposer. Oui, Je oui, pense aux tout à personnes fait. âgées qu'on enferme énormément en ce moment, en ces temps de pandémie, enfin et d'ailleurs pas que C'est les une personnes horreur. âgées, tout le monde a tendance à plutôt C'est une se horreur. renfermer et du coup, c'est pas très bon, hein. C'est une horreur, c'est une horreur. Et d'ailleurs, pour dire, l'an dernier, enfin, je ne veux pas critiquer, mais quand on a dit aux gens: «N'allez pas à la plage», alors qu'on était en pleine pandémie, je trouvais ça complètement aberrant. Mmh. Non, mais c'est Parce que sûr. justement, il fallait y aller, il fallait y aller. Pourquoi? Parce que bon, après, bien sûr, on tient les gestes barrières, on se met à distance, on ne va pas se mélanger, voilà. Mais le bain de soleil, c'est extraordinairement salutaire, voilà. Mmh. Comment est-ce Bon, qu'on peut, la favoriser et à l'inverse, qu'est-ce qui la détruit la vitamine D? alors, on a des travaux qui ont montré que certains polluants, certains rayonnements ont tendance à détruire la vitamine D. C'est très ennuyeux d'ailleurs, parce que si vous voulez, par exemple, les métaux lourds, et on ne sait pas trop où il y en a dans l'environnement, hein, peuvent détruire la vitamine D et certaines radiations aussi. Donc on n'est pas encore tout à fait au fait de ces choses-là, mais peut-être qu'une des raisons de la carence générale, enfin pas la carence, mais l'insuffisance générale de la population en vitamine D peut être le facteur pollution. Et on est loin de savoir exactement l'action de toutes ces ondes magnétiques, électromagnétiques qui nous environnent sur l'action de ces vitamines, tout comme l'action des hormones d'ailleurs. Oui. Et donc, il y a eu des travaux qui ont montré que la pollution par les métaux lourds pouvait dégrader, entraîner la carence en vitamine, la déficience en vitamine D. Mmh, très bien. Est-ce que vous voyez autre chose, à ajouter ou est-ce qu'on a fait le tour, à peu près On, du on sujet à a, votre avis? on a bien fait le tour, là, je pense qu'on a pas mal dit. Alors, rappelez peut-être les besoins en fonction des signes de carence, Ah oui, très bien. en 2 mots. Donc, faites un dosage sanguin. Voyez le résultat en nanogrammes exprimé en nanogrammes par millilitre. C'est la règle des 10-20-30. 30 nanogrammes, ça va être une simple insuffisance, donc on manque un peu de vitamine D, donc on se supplémente par exemple en prenant, je dirais moi, 400-600 unités jour. Voilà, ce qui peut équivaloir à 3 gélules ou 3 sprays des vitamines D2 ou D3. Si par contre le dosage est inférieur à 20, là on est déjà en déficience. Donc il y a une baisse d'immunité systématiquement. Là, dans les temps qui courent, c'est pas très bon. Et là, il faut supplémenter. Donc si on est à 20 nanogrammes par millilitre, en prenant des doses qui vont jusqu'à 800 unités, voilà, de vitamine D par jour, quelle que soit la forme des 2 ou des 3. Et après la carence, inférieure à 10 ou à 12 nanogrammes par millilitre. Alors là, il y a des risques cardiovasculaires, des risques de dégénérescence cancéreuse. C'est quand même quelque chose de plus grave. Et là, il faut aller jusqu'à pratiquement 800 à 1000 unités, même 1000 unités jour,
pour avoir remonté la pente le temps que ça se rétablisse. Et on la remonte sous quel délai d'ailleurs, la pente Il faut 3 mois, parce que si vous voulez, le premier mois ne va pas équivaloir à une remontée suffisante, parce qu'il faut si vous voulez, c'est comme une éponge. Si votre corps est en manque, il va pomper, il va éponger, il va stocker. Donc ça ne va pas se trouver dans le sérum sanguin. Ça va se trouver dans les tissus qui vont absorber tout de suite. Et donc, il faut attendre au moins 2 mois pour remonter. Et donc, il faut refaire un dosage 3 mois après. Parfait. Eh bien, c'est parfait. On a, je crois, énormément d'infos sur la vitamine D. Vraiment essentiel de faire un point là-dessus. Surtout là, en ce moment, on est en période d'automne, hiver, ou même peut-être fin de l'hiver. Et puis, pour les gens qui ne vont pas au soleil, vous l'avez rappelé, pendant l'été ou très peu, toute l'année, c'est utile, voire même parfois indispensable. Paul Dupont, merci infiniment. Alors, je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre site internet, puisque vous dirigez aussi un laboratoire de compléments alimentaires et de solutions naturelles. Donc, je vais donner l'adresse www.oemine-nature.com et rappeler évidemment le titre de vos 3 livres, celui sur la vitamine D qui s'appelle « Vitamine D, on en a tous besoin » aux éditions Marabout, et vos 2 autres livres aux éditions Erol, « Se libérer du psoriasis et soigner sa peau au naturel ». Et vous pouvez, je l'ai dit en introduction, vous référer aussi aux 2 autres podcasts passionnants, le 178 et le 217, sur les problèmes de peau et sur le psoriasis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi, aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.